Pour une fois, c'est la Normandie qui débarque à Paris. Le chef d'entreprise normand Luc Le Sénécal compte bien conquérir l'Hexagone avec sa fameuse marinière. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Raphaël. Raphaël. Enchanté. Enchanté. Ça y est. Le patron a mis les moyens. 40 chauffeurs habillés de sa marque de vêtements vont sillonner la capitale à bord de voitures anciennes. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Pour le Made in France, c'est bien. C'est un moyen de toucher à la fois les touristes français qui visitent Paris et évidemment tous les touristes étrangers. Sa marque, la voici. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un mot anglais. Ça se prononce Saint-James, du nom du petit village normand où se trouve son usine. Sa région, Luc Le Sénécal la met en avant comme un argument marketing. Le Normand surfe sur une tendance du moment, l'engouement pour les produits régionaux. Une tendance qui se confirme à la présentation de sa nouvelle collection. Sur les 100 journalistes invités, tous sont venus. Et il y en a une qu'il faut particulièrement choyer. Bonjour monsieur, oui, Madame Figaro. C'est une adepte du vêtement normand, mais elle ne trouve pas son modèle fétiche. Le cardigan basique, entre guillemets, bleu marine, avec le col et les deux poches plaquées là comme ça, ils m'ont dit que vous aviez arrêté de le faire. On va le relancer pour... Ah oui, parce que vous comprenez, la famille est en rupture. Parce que c'est increvable, c'est pas très joli de dire ça. Madame Figaro tira 450 000 exemplaires. Est-ce que... Alors pas question de la reprendre quand elle prononce le nom de la marque à l'anglaise. En revanche, je n'arrive pas à lire Saint-James, moi je dis Saint-James. Alors, Saint-James, c'est un village. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. D'après la journaliste, le Made in Région a la cote auprès des Français, mais aussi auprès des étrangers. Ouais. Je pense que l'exotisme est français, plus le côté la Normandie, mais c'est vrai, ça marche vachement. Et ça, c'est une carte à jouer et à vendre pour booster nos exportations. Il n'y a encore pas si longtemps, le mot région était synonyme de ringardise. Aujourd'hui, c'est le succès commercial assuré. Des régions, nous ne connaissions que les spécialités de leur terroir. Comme le beurre de Charente, l'abricot du Roussillon ou encore le foie gras du Sud-Ouest. Mais aujourd'hui, les régions s'affichent dans tous les domaines. Devant l'engouement des Français à revendiquer leurs racines, certains rivalisent d'imagination pour exploiter ce créneau. Depuis peu, des marques commercialisent des vêtements estampillés d'une ville ou d'un village. Les numéros des départements sont devenus des marques qui s'affichent fièrement sur des sacs ou des t-shirts. L'été, c'est aussi l'occasion de goûter aux spécialités du coin. Une aubaine, notamment pour la dizaine de producteurs de cola régionaux. Ils tentent de concurrencer le géant américain Coca avec des noms qui fleurent bon le patois. 7 Français sur 10 se disent prêts à payer plus cher pour consommer local. Ce nouveau marché attise toutes les convoitises. Que valent vraiment ces produits? Et surtout, sont-ils toujours authentiques? Habiter sur la côte normande donne certains privilèges. Le patron de la marque Saint-James commence ses journées par un footing en bord de mer. Avant de s'occuper d'une entreprise de 300 personnes, c'est le moyen, à moi, pour se décontracter et mieux appréhender la pression de la journée. Là, on a la chance de voir la mer qui monte. Luc Le Sénécal avait déjà fait fortune avec un produit régional. Le bon vieux beurre, au lait de nos vaches normandes. Il y a 2 ans, il continue à surfer sur la vague du régional en rachetant l'usine Saint-James. L'industriel est persuadé que la marque a un immense potentiel, mal exploité. Mesdames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. La clé du succès, selon lui, le Made in Normandie. Donc, au fait, là, c'est toute la partie confection, atelier de confection. Et même si le produit est ultra industrialisé, le patron insiste sur la fabrication locale de ce pull, en nous contant une belle histoire
qui sent bon l'air marin. Ce qu'on peut voir, c'est la façon dont c'est tricoté, très serré. Et on appelait ça la seconde peau du marin. Voilà, c'est quasiment imperméable. Et il faut 23 km de fil de laine pour tricoter l'intégralité du pull. C'est un savoir-faire maîtrisé à Saint-James depuis 1889. À cette époque, une famille d'industriels normands spécialisés dans le sous-vêtement fait le pari de se lancer dans la marinière. À la base, c'est un vêtement de travail pour matelots. Les rayures permettent de repérer plus facilement les hommes tombés à l'eau. Dans les années 1910, le vêtement bénéficie d'un coup de pouce du destin. Il tape dans l'œil d'une jeune styliste montante. Coco Chanel. Puis très vite, elle se répand auprès des artistes. Andy Warhol, Jean-Paul Gaultier, Picasso ou encore Brigitte Bardot. Aujourd'hui, même les people américains la portent, comme Katie Holmes ou Eva Mendes. De son côté, Arnaud Montebourg en a fait le symbole du Made in France. En misant sur le régional, le nouveau patron de Saint-James a fait passer son chiffre d'affaires de 40 à 43 millions d'euros en 2013. Le régional fait vendre, mais encore faut-il savoir l'adapter à son époque. Luc Le Sénécal s'est associé à un jeune créateur normand plein d'idées pour moderniser l'image de ces pulls centenaires. Ils se sont donné rendez-vous bien loin de leur Normandie, en Provence, pour réaliser les photos du nouveau catalogue Saint-James. Mais quand deux Normands quittent leur région, ils emmènent dans leurs valises. On a amené les nuages normands en fait. On a amené la météo normande, mais non, ça va s'éclaircir. Ouais. Guillaume Gibaud n'a que 29 ans, mais c'est un homme d'affaires avisé. Il y a 3 ans, il a lancé une marque qui prête à sourire. Le slip français. Un pari audacieux, celui de revisiter le sous-vêtement de nos grands-parents. Le culot de Guillaume Gibaud a payé. En quelques années, il est devenu l'un des leaders français sur ce marché. En déringardisant le slip, il a attiré les jeunes. Et c'est justement ce qui intéresse Luc Le Sénécal. Les deux Normands se sont associés le temps d'une collection. Les stylistes du slip français ont voulu une marinière un peu plus près du corps, ce qu'on appelle dans notre jargon une marinière un peu plus fitée. Le coup de lifting ne s'arrête pas là. Guillaume Gibaud apporte aussi à Saint-James une nouvelle façon de communiquer, de toucher la jeune clientèle avec Internet. On a ce côté décalé, moderne et cette capacité à revisiter justement ces savoir-faire à grands coups de réseaux sociaux, de Facebook et de Twitter, en les secouant un petit peu sur ce côté-là. En contrepartie, Luc Le Sénécal lui a ouvert les portes de ses boutiques à l'étranger. C'est vraiment la capacité à s'exporter. Il y a une vitrine à Bleecker Street à New York, un vrai réseau de distribution en Asie, au Japon, Corée et Hong Kong. Voilà, c'est sûr que ça nous met le pied à l'étrier pour la suite. Les deux hommes ont aussi créé un logo qui réunit leurs deux marques. Avec au centre, le lieu emblématique de la Normandie, le Mont Saint-Michel. Afficher sur tous leurs vêtements la qualité Made in Région serait le secret du succès. Et il n'y a pas que les Normands qui l'ont compris. Les Basques et leur fierté légendaire sont à l'origine d'une nouvelle mode qui fait fureur. Ils ont eu l'idée d'afficher sur des t-shirts le numéro de leur département. Le succès est tel que la marque 64 a maintenant des boutiques partout en France. Cette réussite en fait rêver plus d'un. En quelques années, ils sont nombreux à s'être lancés dans l'aventure. 9-3 pour la Seine-Saint-Denis, 69 pour Lyon. Une dizaine de marques ont vu le jour. Dans certaines régions, on se dispute le fameux numéro. Comme la Gironde, estampillé 33. Ce département englobe des villes qui chantent bon les vacances. Arcachon, Le Pilat et les plages du Cap Ferret. Ici, des t-shirts 33, on en voit partout. Et sous toutes ses formes, en chiffres ou encore écrits en toutes lettres. Pour les touristes, ces t-shirts sont bien plus que de simples vêtements. Nos porte-clés de maison sont floqués 33, donc c'est une marque qu'on connaît. Et pourquoi vous achetez? Qu'est-ce qui vous plaît?
Et on achète cette marque parce que justement, quand on s'éloigne du département 33 pour retourner chez nous, ça nous permet de temps en temps l'hiver, quand on est en peine, de se rappeler ce paysage. Le chiffre 33, un souvenir de vacances qui fait beaucoup de vagues dans la région. À Bordeaux, Joëlle Durand est la créatrice de la marque 33. Un joli petit succès commercial, elle a ouvert 3 boutiques, car elle ne vend pas seulement aux touristes. En Gironde, l'esprit chauvin est très fort. Vous préférez quoi, la toile de Mais l'Anse? finalement, tu vois, le monsieur, il préfère Le zippé le cartable. un peu plus allongé. Ah oui, Pas mal, ouais. Pour un le mec, cartable, c'est bien, ouais. ouais. C'est mon identité, c'est ma racine, c'est mes origines et je suis fière de mes origines et donc je revendique mes origines. Cette année, on a fait des petites doublures. Quand elle a lancé sa marque, elle a dû faire preuve de ruse pour éviter d'être accusée de plagiat par les Basques. Nous, notre logo a quand même beaucoup de différences puisqu'on l'écrit en lettres et en chiffres. Elle a aussi dû changer la typographie des chiffres. Aux yeux de la loi, il ne faut pas que le consommateur puisse confondre une marque avec l'autre. Par contre, ironie de l'histoire, elle a été à son tour imitée. C'est par hasard qu'elle découvre ce t-shirt dans une boutique située à quelques kilomètres de chez elle. Alors là, à une époque, en 2006, on a vu sur le bassin d'Arcachon un t-shirt qui était sorti. Voilà, 33 Gironde. C'est le chiffre 33 qui est utilisé. Pratiquement, c'est les mêmes typographies. Donc forcément, un client va acheter ce t-shirt 33 pensant acheter un t-shirt de notre marque. Plusieurs fois par an, elle repère des magasins qui vendent eux aussi des objets siglés 33, comme celui-ci, installé depuis peu à quelques centaines de mètres du sien. Alors là, en fait, on est devant la boutique qui est contrefaisante. Vous avez 33 Arcachon. Ici, vous avez des bougies aussi, 33 Cap Ferret. Joëlle Durand a peur que cette concurrence fasse chuter ses ventes. Ils peuvent me voler toute la clientèle que j'ai travaillée depuis une dizaine d'années. J'ai investi plus de 500 000 euros. Ça reste un budget qui est relativement important. La Bordelaise a du souci à se faire. Non seulement sa concurrente n'a pas répondu à sa lettre d'avocat, mais en plus, elle a ouvert en France 2 autres boutiques comme celle-ci. L'une d'elles se trouve à Paris. Bon, eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Charlotte de Fouquier ne craint pas les attaques de Joëlle Durand. Elle a lancé cette ligne de numéros il y a 1 an et demi. Selon elle, elle a tout à fait le droit de les utiliser comme bon lui semble. Quand je me suis lancée dans cette collection, j'ai fait appel à un avocat. Et il m'a dit que tout à chacun pouvait utiliser un département ou une ville si on ne faisait pas la même chose de quelque chose qui existait déjà. Et je suis loin de faire ce qui existe déjà. Effectivement, la différence semble de taille. Charlotte de Fouquier a placé ses chiffres non pas dans des cercles, mais dans des rectangles ou des carrés. 33 ou un autre, ce sont des chiffres qui sont utilisés à toutes les sauces, j'allais dire, que ce soit sur les plaques d'immatriculation, chez le médecin, dit 33. Ce sont des chiffres du quotidien. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le monopole d'un chiffre, quel qu'il soit. Difficile de s'approprier un chiffre. Et c'est le même problème pour les rayures. En Normandie, depuis qu'il a repris la marque Saint-James, Luc Le Sénécal s'efforce lui aussi de se différencier de ses concurrents. Car la marinière est copiée partout dans le monde. Alors comme il exporte ses modèles dans plus de 30 pays, il fait la différence grâce à la French Touch, ou plutôt la Normand Touch. Là, c'est un modèle destiné au Japon. Pour le client japonais, il nous demande d'avoir le logo avec le Mont-Saint-Michel sur la vignette en colure. C'est un signe de reconnaissance, puisque même si les Japonais ne localisent pas forcément où se trouve la Normandie en France, dès qu'on met le logo du Mont-Saint-Michel, ça permet tout de suite d'identifier la marque. Mais son concurrent le plus sérieux n'est pas à l'autre bout du monde. Il est même juste à côté, dans la région voisine, en Bretagne. Armor Luxe joue lui aussi la carte du régionalisme.
Son nom évoque à lui seul la Bretagne et le bon air marin. En breton, Armor signifie proche de la mer. La marque possède une 50aine de magasins en France, soit 20 de plus que Saint-James. Et cela fait la différence. Les Bretons affichaient l'année dernière 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus du double de la marque normande. Breton contre Normand, la bataille des régions fait rage. Bonjour mesdames. Pour rattraper les Bretons, Luc Le Sénécal a engagé 3 stylistes. Toute l'année, elle tente de redessiner la marinière sans jamais trahir le modèle original. On joue sur le brillant, on joue sur le détail des épaules. Les boutons, chez nous, les boutons sont très importants, que ce soit sur le pull marin comme ça, où on va jouer vraiment très neutre. On joue sur les matières et on joue aussi, ça peut arriver, de jouer sur les coupes, de le rendre un peu plus ajusté, pour apporter un peu plus glamour, un peu plus féminin. Cette année, pour se démarquer des Bretons, elles vont remplacer la traditionnelle encre marine par le blason de la Normandie, le double léopard. Alors il y a 4 propositions, ce sont les premières ébauches. La première est plutôt classique, avec nos 2 léopards à poser sur la poitrine. Le léopard me paraît aller non seulement dans la tendance, mais également bien représenter et affirmer notre régionalité et notre identité normande. Du léopard pour représenter la Normandie. Pas sûr que les Japonais saisissent bien le symbole. Les businessmen se sont emparés des régions, et pas seulement dans le prêt-à-porter. Dans l'alimentation, on vend du local à toutes les sauces. Pâté, moutarde, jambon, de la Bourgogne à l'Alsace, tous ces produits sentent bon le terroir de notre douce France. Bonjour, un peu de retard. Bonjour Didier, vous allez bien? Ça va. Mais certains flirtent parfois avec les limites de l'authentique. C'est le printemps aussi. C'est bien, très bien. Tout au long de la journée, ça fait bien. À Limoges, Didier Briantais propose aux producteurs de la région de s'unir sous une même enseigne. Elle annonce clairement la couleur, la marque Produit en Limousin. J'ai amené du matériel. L'idée, c'est que les produits Limousin et les alliances locales soient plus facilement repérables par le consommateur. 450 produits sont déjà estampillés de ce logo. Un bon moyen de se faire remarquer dans les rayons des supermarchés. Et ça nous permet, là encore, de faire émerger notre produit d'une offre qui est faite de bons produits. On voit Georgelin, on voit Bonne Maman, il y a Andros. Mais le régional, il faut qu'on le voit. Donc ça déjà, on sait que c'est pas Banania. On fait le lien avec l'étiquette ici. Ça ne va pas attirer 100% des consommateurs, loin de là. Mais celui qui cherche, on va l'aider à trouver. Selon Didier Briantais, le logo permet d'augmenter ses ventes de 15 à 20%. Lors des dégustations organisées pour promouvoir la marque, les consommateurs se disent rassurés par le macaron limousin. On fait cette opération pour utiliser vos talents de consommateurs de produits Limousin pour classer un petit peu nos produits et élire le produit de l'année. Merci. Alors choisissant ce label Produit en Limousin, a priori on est sûr qu'on a affaire à des produits faits en Limousin, transformés en Limousin. On est sûr que les produits sont vraiment régionaux, quoi. Et cette viande, normalement, elle devrait être au moins limousine, quoi. Et si elle n'était pas? Ça serait une trahison sur le produit. Ce serait pour le consommateur, ce serait une tromperie, en fait. Alors, les produits estampillés par le fameux macaron proviennent-ils tous de la région? Pas si sûr. Ce jour-là, Didier Briantais va évaluer une entreprise qui souhaite apposer le macaron sur une de leurs spécialités régionales, la tourte. Il est accompagné de 3 de ses collègues. C'est peut-être intéressant qu'on soit... Ouais, là, il y en a encore pour à peu près 1 heure de production. Ouais, on va visiter tout de suite. Hein. On va s'équiper. Le masque d'abord. Ça? Ouais, voilà. Et après ça. Voilà. Au fil de la visite, nous nous apercevons que tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît. Là, ça cuit, je crois. Ça cuit? Les ingrédients ne semblent pas tous provenir du Limousin. Donc ici, les premiers lieux de stockage avec un ingrédient principal chez nous qui est la pomme de terre. Alors la pomme de terre, aujourd'hui, on la travaille
Comme ceci. Vous avez plusieurs fournisseurs ou un seul? Non, un fournisseur qui est aux alentours d'Orléans. Plus exactement du département du Loiret, situé à 250 km de là. Et nous allons de surprise en surprise. La tourte cache en fait un vrai tour de France des ingrédients. Les œufs. Donc les œufs liquides, bien sûr, voilà, qui viennent de la Vienne. Un département limitrophe. Oui. Et pour ce qui est de la viande, c'est des cuisses de canard qu'on désosse et qu'on les filoche. Ouais. Le canard vient d'encore plus loin, de Castelnaudary, à 390 km du Limousin. Heureusement, il y a quand même un ingrédient qui provient de la région. Donc la crème fraîche, par exemple, c'est local, ça vient de la laiterie. Voilà. Les 3 membres de l'association ne semblent pas gênés, car leur logo joue sur les mots. Produit ne veut pas dire que tous les composants de la tourte sont obligés de venir de la région. Produit en Limousin, c'est fabriqué en Limousin, avec des matières premières, si possible, du Limousin. On pourrait remplacer produit par fabriqué. Les consommateurs, ils sont de plus en plus habitués à ce genre de nuances. Selon Didier Briantet, le plus important est que l'usine se trouve bien dans le département. L'ingrédient, il est un peu secondaire. Nous, on considère que le savoir-faire est plus fort que le terroir. Il faut que ce soit une transformation ici, en quasi-intégralité. C'est pour cela qu'une heure plus tard, le directeur obtient le fameux sésame. Voilà, et en tout cas, d'ores et déjà, bienvenue au sein de la famille Produits en Limousin. On est content de recruter des gens comme vous. Pour nous, c'est un plaisir. Et puis, j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Au revoir. Au revoir, bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Un business lucratif pour la marque Produits en Limousin. Chacune des 50 entreprises adhérentes lui verse entre 300 et 500 euros de cotisation par an. Une cagnotte de 13 000 euros à laquelle s'ajoutent les subventions du conseil régional. 70 000 euros par an. Quand on interroge son vice-président sur l'origine des ingrédients, Gérard Vanderbroek le reconnaît, la fin justifie les moyens. La priorité numéro 1, c'est l'emploi, la priorité numéro 2, c'est l'emploi, la priorité numéro 3, etc. Je peux continuer comme ça. Donc c'est bien l'emploi qui est au cœur de tout. Après, associer des entreprises sous une bannière unique, c'est aussi un bon moyen de valoriser l'image d'une région. L'image d'une région, c'est son tourisme, bien sûr, mais c'est aussi sa gastronomie. Mais les produits régionaux ne font pas recette à tous les coups. Certains s'y sont cassés les dents. Depuis quelques années, presque toutes les régions de France possèdent leur propre boisson au cola. Les industriels se sont lancés sur ce créneau, persuadés de faire un bon coup. Les Auvergnats ont placé une petite phrase en patois sur la bouteille. « Feitot pétard miladiou », traduction « On va tout faire péter ». En Alsace, ils jouent la carte sexy d'une belle Alsacienne, au décolleté pétillant. Et en Normandie, on mise sur l'humour local, avec Meu, Cola. Tous ont suivi l'exemple des Bretons. Ce sont eux les premiers à s'être lancés dans l'aventure en 2002, avec le Bretz Cola, un carton commercial. Il s'en vend aujourd'hui près de 15 millions de bouteilles par an. Les Bretons font même trembler le géant américain Coca-Cola. Mais dans cette course effrénée du régional, certains ont bien du mal à s'en sortir. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Jean-Claude Delforge n'est pas un livreur ordinaire. Et c'est ce qui va être mis en rayon. À 57 ans, il est le producteur du Ch'ti la Cola. Il tente comme il peut de rivaliser avec Coca et Pepsi. Moi, ce qui me démarque, je dirais, des autres colas, c'est d'abord le nom, Ch'ti la Cola. Le mot Ch'ti fait partie de notre patois, qui veut dire celui-là. Donc c'est vraiment une marque qui appartient vraiment à la région. Une identité forte sur le nom, mais l'emballage est piqué à son cousin américain. Il utilise les mêmes codes couleurs que lui. La loi le lui permet, tant que les consommateurs ne confondent pas les bouteilles. Et pour mettre encore plus de chance de son côté, il a aussi baissé les prix au maximum. Le Ch'ti la Cola est à 0,73 le litre. Et Coca est à 0,93 le litre.
moins de 20 centimes. Quand Jean-Claude Delforge a lancé son soda régional en 2003, le succès est immédiat. Au tout début, le produit a très bien marché. On a vendu énormément. On fabriquait des camions complets. À l'époque, le succès est tel qu'il se voit déjà rivaliser avec les Bretons et leur Bretz Cola. Eux faisant 1 million de bouteilles, c'était certain que nous, on pouvait les faire au départ. Tout bascule en 2004. Une marque de bière régionale, la Ch'ti-Bière, l'attaque pour copier et contrefaçon de nom. Jean-Claude Delforge gagne tous ses procès grâce à une petite subtilité d'écriture. Il a rajouté un « la » au mot ch'ti, et c'est ce qui le sauve devant les juges. Mais cette histoire l'a mis sur la paille. Se défendre lui a coûté 45 000 € de frais d'avocat. Ça a causé d'énormes problèmes à la société. On était une toute petite société, capitale 8 000 €. J'étais obligé de licencier les personnes qui étaient au démarrage de cette entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis seul. Seul pour faire le boulot des 5 personnes qu'il a dû licencier. L'ascension de sa marque est stoppée net. Sans moyens, il n'a plus de quoi investir dans la publicité. Et sans personnel, impossible de livrer toutes les grandes surfaces de la région. Sa production plafonne à 120 000 litres par an, quand il lui faudrait en vendre le double pour s'en sortir. Pour ne pas couler, Jean-Claude Delforge travaille 60 heures par semaine, car il a été obligé de garder son premier métier. La journée, là, ça va? Ouais, pas trop de désistement. Là, cette semaine, il n'y a que José qui n'est pas là. Ouais, José, ouais. Il est gérant de centre de contrôle technique. Je dégage un salaire à peu près de 3 000 € ici, sur l'activité contrôle technique. Et au niveau de la boisson, c'est à peu près 1 000 € par mois. Il lâche pas. Et on s'est déjà battu plusieurs fois. Ouais, arrêtez votre Chila Cola, vous ne gagnez pas votre vie avec. Mais non, il veut pas. Il veut pas. Et ouais, ça, c'est... Non, on en a trop fait pour lâcher à un moment donné. Le chef d'entreprise n'a pas le choix. S'il veut récupérer les 120 000 € des gens engloutis dans cette affaire, il doit vite rebondir. La solution est peut-être là, juste sous ses yeux. À côté du cola traditionnel, sa version allégée prend de plus en plus de place et pourrait bien offrir à Jean-Claude Delforge un nouveau départ. Ah, je sens qu'il y a un business à faire dans la mesure où on le voit de façon évidente au niveau du rayon. Il y a une place forcément à prendre. Le PDG testera son Stila Zero dès cet été. Il compte bien vendre au moins 50 000 bouteilles. Comme tant d'autres, il espère que l'engouement des Français pour les produits régionaux lui donnera un nouvel élan.